Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Michel Foucault. J'ai décidé cette fois-ci de m'attarder sur son ouvrage Les mots et les choses, ouvrage important dans sa carrière dont la lecture est me concernant en tout cas difficile. Vous me connaissez, j'aborde généralement toujours les auteurs de façon neutre, mais là je pense qu'il est nécessaire de prendre position sur ce coup. Je le ferai à la fin car je pense qu'il y a un moment où c'est vital, je ne suis pas une machine. Foucault est un auteur auquel j'ai déjà consacré un enregistrement par le passé, très complet et très exhaustif. Il y était davantage question de ses apports en philosophie politique, sur les notions de normes et de pouvoir. Ici, j'ai voulu me consacrer à son ouvrage Les mots et les choses pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est dans cet ouvrage que l'on retrouve une fameuse idée qui est celle de la mort de l'homme, et qu'il est à mon avis essentiel de la comprendre pour mieux saisir ce qui se joue dans notre époque moderne, tant de la part de ceux qui se réclament partiellement de Foucault que de ceux qui lui prêtent de fausses intentions. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne fait pas forcément l'unanimité du côté des nihilistes américains. C'est pour cela d'ailleurs que je m'en tiendrai à ce que Foucault dit lui-même et aux analyses qui peuvent en être faites, et que si à la fin je me permets d'affirmer quelque chose, ça sera avec autant d'honnêteté intellectuelle que possible en constatant le simple résultat auquel nous conduit sa philosophie. La seconde, c'est parce que je pense que c'est une thèse intéressante et féconde, ou stérilisante, c'est selon, qui pourra peut-être servir aux élèves, y compris les miens, concernant la notion de limite de l'humain. Pourquoi je dis que je trouve cette lecture difficile? Parce que l'ouvrage est bourré d'exemples historiques, dans une multitude de domaines différents, et que l'approche très descriptive de Foucault, qui fait partie composante de son approche d'historien, le rend difficilement digeste lorsque l'on cherche purement et simplement comme moi à aller à l'essentiel et à repérer les thèses philosophiques et les concepts importants. Je suis tout de même parvenu, au prix d'efforts insoutenables, à repérer quelques éléments qui me paraissent importants concernant cet ouvrage et qui peuvent servir de clé pour rentrer dans ce livre et un peu mieux en saisir la portée. Cet enregistrement a pour principale vocation de rendre Foucault, une partie de son œuvre en tout cas, un peu plus accessible. Pour de plus amples analyses sur Histoire de la folie à l'âge classique ou Surveiller et punir, je vous renvoie à mon autre enregistrement comme je l'ai déjà dit. Je vais faire quelques rappels sur sa pensée en m'attardant sur un concept développé par Foucault qui est celui d'épistémé, car il est important dans Les mots et les choses, et il sera également fondamental dans son ouvrage L'archéologie du savoir. Foucault est un penseur français important du XXe siècle, de la deuxième moitié de celui-ci, qui possède une approche historique du savoir humain. Bien qu'il se défende d'appartenir au courant structuraliste, il a en commun avec ce courant de faire apparaître les diverses structures au sein desquelles se développe le savoir humain dans différents domaines. La différence avec un structuraliste comme Lévi-Strauss, par exemple, c'est que Foucault ne cherche aucune forme d'invariant universel. D'ailleurs, on verra qu'il n'aime pas beaucoup ça, l'universalité. Les domaines d'études privilégiés dans Les mots et les choses étant la biologie, l'économie politique et la linguistique. Le but de Foucault est de faire apparaître le caractère relatif du savoir humain, notamment concernant la façon dont celui-ci est rendu possible par le cadre conceptuel et théorique d'une époque, qui sont ce qu'il appelle les fameux épistémés. Par exemple, on peut dire que notre rapport au savoir, à ce que l'on peut envisager comme nouvelle découverte et à ce qui est rendu pensable, est déterminé à notre insu de façon inconsciente par le développement d'Internet et du numérique. Peut-être que ceux qui considèrent le développement de l'intelligence artificielle comme une bénédiction diront plus tard, ou disent déjà que celle-ci est la nouvelle épistémée, qui sait. Je prends un exemple actuel, mais dans l'analyse que fait Foucault,
On va voir que ça prend la forme de modèles théoriques du savoir qui servent à établir des connaissances. Ce sont des cadres historiquement déterminés pour le savoir qui vont influencer le sens des mots que nous allons utiliser, le contexte historique qui détermine les méthodes par lesquelles le savoir se développe va alors charger d'une signification bien particulière les mots que nous utilisons pour désigner les choses. Les mots et les choses, d'où le titre de l'ouvrage. Par exemple, il est évident que lorsque j'utilise le mot homme, aujourd'hui il n'a pas du tout la même signification qu'il y a quelques siècles, ni la même portée, car ce que nous pensons savoir de l'homme a été transformé, radicalement modifié par l'émergence, notamment des sciences humaines. Au Moyen-Âge, l'homme était une créature de Dieu et n'était pas considéré en tant que tel pour lui-même, indépendamment d'une transcendance divine, d'un aspect théologique qui aujourd'hui n'a plus cours dans les civilisations dites occidentales. Au niveau philosophique, on notera que Nietzsche a joué un rôle dans l'élaboration de la pensée dite contemporaine avec l'annonce de la mort de Dieu. Celui-ci cherchant par ailleurs à repousser les limites de l'humain en introduisant un surhomme qui se transcenderait lui-même sans aucune transcendance divine empruntée à un arrière-monde fictif et illusoire. Pour plus de précision sur ce point, encore une fois, il y a mes vieux enregistrements sur la question, et les Nietzschéens voient tout de suite immédiatement de quoi je veux parler. Foucault se présente donc comme un archéologue de la pensée, et cherche à faire apparaître les conditions de possibilité d'un certain type de savoir ayant émergé à une époque dans des registres aussi vastes que l'épistémologie scientifique, l'économie ou encore les sciences humaines. On va voir dans quelle mesure d'ailleurs, pour Foucault, le développement des sciences humaines possède une origine encore récente dans notre histoire qui montre du même coup la fragilité de l'homme en tant que sujet d'étude. Et si je dis en tant que sujet, on va voir que c'est pas pour rien d'ailleurs. Dans cet ouvrage, Foucault distingue 3 grandes périodes. Il s'agit d'une part de la Renaissance, au XVIe siècle, de l'âge classique, allant selon lui du XVIIe au XVIIIe siècle, et de l'époque moderne à partir du XIXe siècle. À chaque période correspond, comme je l'ai dit juste avant, un modèle théorique et conceptuel du savoir, des méthodes et des processus précis par lesquels notre conception du savoir va être structurée à notre insu de façon anonyme et inconsciente selon Foucault. Ainsi, la Renaissance a pour modèle une organisation du savoir par ressemblance et similitude. L'âge classique a pour modèle l'organisation du savoir par l'ordre établi par la raison. Il va s'agir de classifier et d'ordonner par différence et identité les différents êtres en fonction de représentations mentales d'un sujet rationnel. Enfin, l'âge de l'époque moderne reposera sur un ordre historique faisant intervenir les facteurs historiques et sociaux constitutifs de la connaissance humaine. On peut donc distinguer ici 3 ordres. Ordre de la ressemblance, époque de la Renaissance, ordre de la représentation, époque classique, et ordre de l'histoire, époque contemporaine, dont nous allons voir qu'elle est celle des sciences humaines. Je vais évidemment illustrer tout ça et donner des exemples, sans quoi ça va rester un vaste brouillard et on va pas comprendre grand-chose. Commençons par l'ordre de la ressemblance. Cet ordre-là procède par des analogies qui ont comme fonction d'établir des liens entre différents éléments pour établir un savoir par rapport de ressemblance, par similitude entre 2 objets. Par exemple, dans la médecine, on pensait, conformément à des préjugés nous apparaissant aujourd'hui comme une superstition moyenâgeuse, que les plantes ou les éléments de la nature ressemblant au corps humain avaient des propriétés curatives relatives à ces parties du corps. Conformément aux associations par ressemblance héritées du Moyen-Âge, on pensait que les noix avaient la capacité de soigner les cerveaux du fait qu'elles ressemblent à de petits cerveaux. Et oui, vous en êtes tous déjà rendus compte, j'en suis sûr. Il s'agit donc de propriétés bénéfiques pour l'intelligence.
Je vous le dis tout de suite, ça marche pas. J'aime beaucoup les noix et ça ne m'a pas rendu plus intelligent malheureusement. Je suis très déçu. Et il y a aussi l'exemple de l'aconie, dont on pensait qu'elle aidait à guérir les maux. Ça s'écrit A-C-O-N-I-T, il y a un T à la fin. On pensait que c'était une plante qui permettait de guérir les maux de l'œil, car cette plante possède, je cite, de petits globes sombres enchâssés dans des pellicules blanches qui figurent à peu près ce que les paupières sont aux yeux. Fin de citation. Donc les rapports de liaison entre les choses sont établis par analogie. Ce n'est qu'après que l'on va scinder et dissocier le sujet du monde qui l'entoure, développant alors une nouvelle épistémée basée sur la différenciation et l'identité. De la même façon qu'il n'y a pas de rapport de sympathie entre les petites noix et nos cerveaux, il n'y a pas de preuve que le monde qui nous entoure n'est pas autre chose que notre représentation. C'est ce tournant qui sera inauguré par Descartes, faisant du sujet un individu ordonnant ses connaissances par des représentations ordonnées et méthodiques du réel, régies par des lois mécaniques qu'il convient d'étudier au cas par cas. Avec la naissance de la physique moderne, avec la physique cartésienne de Descartes et surtout de Newton, nous possédons une nouvelle forme d'épistémée, comme je l'ai dit. À l'âge classique, tout devient représentation. Il n'y a plus d'être en tant que tel, mais représentation de l'être. Tout passe par le prisme de ce que l'on nomme la subjectivité, ou plus simplement par le biais de la conscience d'un sujet pensant, le fameux cogito cartésien, pour ceux qui connaissent déjà. D'ailleurs, ce renoncement à la ressemblance comme processus constitutif du savoir trouve un écho particulier dans la tragédie à tendance comique Don Quichotte de Cervantes. Le pauvre Don Quichotte voit des ressemblances partout, mais celles-ci sont la caractéristique du délire dont il est victime. Croyant lutter contre des géants, il lutte en réalité contre des moulins à vent. Le savoir est un savoir de quelque chose ayant lieu par représentation. En ce sens, le discours de la méthode de Descartes est une œuvre qui s'inscrit bien dans l'analyse que dresse Foucault, puisqu'il s'agit d'établir des règles permettant l'élaboration d'une discipline scientifique rigoureuse pour l'esprit. Il va s'agir d'ordonner les problèmes afin de résoudre les difficultés en allant du plus simple au plus compliqué, de ne rien affirmer de vrai tant que l'on a un doute, etc. Bref, c'est l'époque de la raison triomphante. On différencie, on n'interprète plus, on analyse. Au XIXe siècle, toutefois, on étudiera alors l'homme dans son aspect empirique, avec le développement des sciences humaines telles que la sociologie et la psychologie. Je précise en passant que Foucault n'est pas dans une démarche qui vise à expliquer de façon scientifique comment l'on passe d'une épistémée à une autre. Son approche n'est pas non plus celle d'un dialecticien qui montrerait, à l'instar de Hegel, comment une figure du savoir doit nécessairement laisser sa place à une autre à cause de ses insuffisances. Il se contente de constater que certaines structures du savoir vont rendre possible tel ou tel type de connaissance à une époque déterminée et considérer que les hommes sont déterminés par les dispositifs intellectuels qui opèrent à leur époque pour tenter de comprendre quelque chose. L'archéologie foucaldienne tente de déterminer les conditions de possibilité de la recherche et de l'élaboration théorique du savoir propre à une époque. Foucault va même jusqu'à dire « Avant la fin du XVIIIe siècle, l'homme n'existait pas. Le savoir moderne est le savoir qui va s'ordonner à partir de la figure de l'homme, figure absente jusque-là en tant qu'objet de réflexion. Pourtant, on a bien pensé l'homme auparavant, alors pourquoi Foucault dit-il cela ? Il dit cela parce qu'auparavant, l'homme n'était pas objet de science, ce n'était pas un objet d'étude privilégié, ce que les sciences humaines vont permettre. Les sciences humaines modernes, biologie, économie politique et linguistique, qui s'étaient intéressées à l'homme en tant qu'être vivant, travaillant et parlant, ont été remplacées par de nouvelles formes de sciences qui sont la psychanalyse, l'ethnologie
et la linguistique contemporaine. Auparavant, on ne pensait pas l'homme, c'était donc pas des sciences véritablement humaines, ce qui peut paraître très étrange pour ne pas dire arbitraire, puisqu'on a bien vu à quel point le cartésianisme, s'emparait plus tard de Kant, mettait en avant le sujet pensant qui cherche à découvrir et à connaître son propre monde. Pour comprendre ce point, il faut considérer, comme le faisait déjà Foucault dans son ouvrage Histoire de la folie à l'âge classique, la raison comme l'a priori historique ultime de l'âge classique qui déterminait et structurait ce que l'on entendait par homme précisément. Quand je parle d'a priori historique, pour le dire de façon française et intelligible, parce que bon, je peux pas me contenter de paraphraser Foucault comme le font parfois les gens qui parlent de Foucault, ce qui fait que c'est complètement obscur. C'est en fait le présupposé qu'on est obligé d'admettre à une époque pour pouvoir penser quelque chose, d'accord ? Donc, pour ce qui concerne l'âge classique, on peut dire que ce présupposé-là, cet a priori historique, c'est la raison. La raison avec un grand R qui est vraiment la faculté dominante qui va caractériser ce que l'on pensait être l'homme, voyez ? Si on en revient au sujet qui nous préoccupe ici, justement, dans cet enregistrement, et que l'on se demande comment les épistémés que j'ai désignés auparavant ont influencé la conception de ce que l'on nomme l'homme, on peut ainsi dire que dans le cadre de l'épistémé de la ressemblance et de la similitude, la compréhension de la maladie mentale était souvent influencée par des croyances religieuses et magiques. On croyait que les troubles mentaux étaient le résultat de la possession démoniaque ou de la colère divine. Les traitements étaient donc souvent basés sur des pratiques exorcistes ou des rituels religieux visant à chasser les démons. On pensait que justement ce qui échappait au connaissable et qui échappait au contrôle de l'homme avait une ressemblance ou une parenté avec ce qui relevait de l'ordre du surnaturel ou du démoniaque. D'ailleurs, dans l'histoire de la folie à l'âge classique, Foucault considérait qu'à l'époque, on invoquait une sorte de retour de la nature, à l'époque de la Renaissance, chez justement les individus qui étaient anormaux. Bon, on pouvait du coup avoir en conséquence une médecine qui paraissait liée à une forme de superstition, tandis qu'avec l'élaboration de l'épistémé de l'ordre basé sur la différenciation et l'identification au cours de l'âge classique, qui va faire apparaître l'ancien épistémé comme quelque chose de superstitieux, comme je l'ai dit, la perception de la maladie mentale a évolué vers une approche plus rationaliste et scientifique. Les médecins et les philosophes de cette époque, comme Descartes, ont commencé à considérer la maladie mentale comme le résultat de désordres dans le fonctionnement du cerveau ou de l'esprit. La folie était souvent vue comme une rupture avec la raison, et l'ordre et les traitements ont été orientés vers la réhabilitation et la réintégration sociale qui passaient par des asiles et des méthodes de traitement plus humaines entre guillemets, puisqu'il s'agissait de considérer que le fou et le marginal étaient identiques, comme je l'avais expliqué ailleurs, et qu'il s'agissait d'un humain encore récupérable qu'il fallait guérir, plutôt qu'un non-humain démoniaque. Toujours est-il que la rationalité orientait d'emblée la pensée que l'on se faisait de l'idée d'homme comme créature dotée de raison précisément. Vous voyez, en fait, Foucault, il pense pas qu'on étudiait encore l'homme à ce moment-là, mais plus un aspect de l'homme qui serait la raison, et on en fait vraiment l'aspect fondamental de l'homme. L'homme est un être doté de raison, c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il se distingue du règne animal, dans cette perspective de l'âge classique rationaliste. Enfin, avec l'époque moderne, concernant l'épistémé de l'ordre historique, la perception de la maladie mentale a été davantage influencée par des facteurs sociaux, économiques et politiques. Les travaux de penseurs comme Durkheim ou Freud ont mis en lumière les aspects sociaux et psychologiques de la maladie mentale. La psychiatrie est devenue une discipline distincte et les traitements ont été influencés par des théories et des approches plus complexes, allant de la psychothérapie à la pharmacothérapie. On cherche alors à comprendre l'être humain dans toute sa complexité
et la diversité des caractéristiques comportementales qui le constituent, ce qu'un humanisme abstrait, lié à la simple idée d'homme, ne peut pas faire selon Foucault. Vous l'aurez compris, on retrouve déjà en germe la critique très en vogue de l'universalisme abstrait, qui en partant d'une humanité unifiée, entend considérer tous les individus, mais manque la réalité singulière et complexe des hommes, qui présente ce que la psychologie qualifie des troubles, et autrefois des pathologies, voire des perversions, ou en tout cas des comportements marginaux sur lesquels se penche Durkheim, par exemple, en se demandant ce qui peut expliquer le comportement suicidaire. Toutefois, selon Foucault, les sciences humaines ne conduisent pas du tout à la découverte de l'humain dans son essence, elles s'occupent plutôt des structures qui influencent ce que l'on qualifie d'humain d'ordinaire. Là où la psychologie étudiera particulièrement le rôle joué par l'inconscient dans les pulsions humaines, qui ne permettaient pas de penser, les épistémés rationalistes ne permettaient pas de penser, et dont j'ai parlé précédemment, la sociologie, elle étudiera particulièrement le rôle joué par les règles et les structures sociales au sein desquelles nous allons penser et agir. En somme, il y a là une tension, pour ne pas dire un paradoxe, c'est qu'au moment même où les sciences semblent enfin accorder une place à l'humain comme objet d'étude privilégié et exclusif à travers ses manifestations psychiques et sociales, le sujet humain disparaît. Il n'est plus un sujet pensant et agissant par lui-même, autonome par rapport à l'époque dans laquelle il est amené à agir, et on tient là le point fondamental qui expliquera pourquoi l'ouvrage Les mots et les choses sera autant controversé, car il fait dépendre l'homme d'un ensemble de structures théoriques qui le rend pensable ou non, mais surtout toujours relativement à une époque. Sartre reprochera d'ailleurs à Foucault d'avoir effacé le sujet en tant que sujet libre et agissant, créateur de son propre monde, en le figeant dans des structures sociales et historiques de son savoir, par lesquelles il est déterminé à son insu. D'ailleurs, les marxistes aussi le critiqueront à cause de ça, puisque l'homme n'est plus un acteur de son histoire, hein. Il est empêtré dans ces structures sociales historiques. Et il est totalement conditionné par celle-ci dans son savoir et son approche du savoir. En un sens, on pourrait dire qu'avec Foucault, l'homme disparaît en philosophie, non pas comme objet de savoir, mais comme sujet de liberté, capable de mener par lui-même son existence. Or, Foucault considérera Sartre précisément comme un homme du XIXe siècle, en ce qu'il demeure encore empêtré dans une forme de divinisation de l'homme qui se pense encore comme un moteur de son histoire. Il a lui-même son propre démiurge, alors qu'il est lui-même le produit de son histoire, d'une part en tant qu'individu ayant accès à un certain nombre de connaissances relatives aux outils et aux méthodes de son époque, et d'autre part comme objet de réflexion en tant que non-sujet. Pour ce qui est du fait que l'homme soit relatif aux outils et aux modèles théoriques qui sont relatifs à son époque, on peut pas trop donner tort à Foucault, il y a qu'à voir à quel point Internet, par exemple, a profondément bouleversé notre rapport au savoir, comme je l'ai rappelé précédemment. En tout cas, finalement, en faisant dépendre le sujet de son inconscient, des désirs et des aspirations intimes qui lui échappent, et d'un savoir dont les règles d'élaboration lui sont inconscientes elles aussi, comme le révèle Foucault par ailleurs, les sciences humaines en arrivent à une disparition de l'homme. On découvre ainsi des structures inconscientes qui gouvernent, sans que nous le remarquions ou le voulions, ce que nous sommes, sans qu'il soit jamais question de notre liberté ou de notre conscience qui prévalait dans la pensée du sujet, rationnel et autonome du XVIIe siècle, avec laquelle Sartre n'avait pas vraiment rompu en un sens. En un sens, quand un psychanalyste analyse le comportement ou la conscience chez un individu, ce n'est pas l'homme qu'il rencontre, mais plutôt une pulsion, quelque chose d'instinctif. Foucault a voulu montrer un phénomène récurrent. L'histoire du savoir humain n'est pas le fait même de l'homme.
Ce n'est pas l'homme lui-même qui aurait consciemment créé l'élaboration historique de son savoir, c'est bien plutôt l'histoire du savoir et de la science humaine qui obéissent à des conditions déterminantes qui nous échappent. Foucault dira même à ce sujet qu'il faut maintenant s'attacher à, je cite, une pensée anonyme, du savoir sans sujet, du théorique sans identité. C'est ce qu'il dit dans son entretien avec Madeleine Chapsal. Autrement dit, Foucault en arrive à une pensée sans sujet, comme l'illustre la citation suivante. À toutes les époques, la façon dont les gens réfléchissent, écrivent, jugent, parlent, jusque dans la rue, les conversations et les écrits les plus quotidiens, et même la façon dont les gens éprouvent les choses, dont leur sensibilité réagit, toute leur conduite est commandée par une structure théorique, un système. Fin de citation. Votre identité qui vous singularise, fait de vous des personnes, est en réalité tellement conditionnée, y compris dans la façon dont vous pensez pouvoir vous découvrir et vous connaître à votre époque, qu'il est impossible de la faire dépendre d'une idée figée qui serait celle d'un homme ou de l'humanité. Aujourd'hui, par exemple, on mesure toute la portée de la thèse de Foucault quand on observe l'influence énorme du numérique et des algorithmes qui nous conduisent d'autant plus à une différenciation et à une identité toujours plus marquée à notre insu. Nous sommes encore une fois le résultat de notre épistémé moderne. C'est d'ailleurs en un sens ce que dit Foucault dans l'extrait suivant des mots et les choses, au chapitre nommé l'analytique de la finitude. Je cite: notre culture a franchi le seuil à partir duquel nous reconnaissons notre modernité, le jour où la finitude a été pensée dans une référence interminable à elle-même. S'il est vrai au niveau des différents savoirs que la finitude est toujours désignée à partir de l'homme concret et des formes empiriques qu'on peut assigner à son existence, au niveau archéologique qui découvre l'a priori historique et général de chacun de ces savoirs, l'homme moderne, cet homme assignable en son existence corporelle laborieuse et parlante, n'est possible qu'à titre de figure de la finitude. La culture moderne peut penser l'homme parce qu'elle pense le fini à partir de lui-même. On comprend dans ces conditions que la pensée classique et toutes celles qui l'ont précédée aient pu parler de l'esprit et du corps, de l'être humain, de sa place si limitée dans l'univers, de toutes les bornes qui mesurent la connaissance ou sa liberté, mais qu'aucune d'entre elles jamais n'ait connu l'homme tel qu'il est donné au savoir moderne. L'humanisme, entre guillemets, de la Renaissance, le rationalisme, toujours entre guillemets, des classiques, ont bien pu donner une place privilégiée aux humains dans l'ordre du monde. Ils n'ont pu penser l'homme. Fin de citation. On retrouve ici de façon condensée ce que j'ai développé auparavant, à savoir que chaque époque pense l'homme selon des critères partiels et orientés en fonction de préjugés historiques. L'humanisme, paradoxalement, n'a donc pas pensé l'homme, car penser l'être humain face à l'infinité de l'univers, comme le faisaient les rationalistes, ou l'humain face à Dieu, comme le faisaient les théologiens, ou l'humain dans un ordre qui le dépasse, ne revient pas à penser l'homme, car les sciences humaines ont au moins eu le mérite de rattacher l'homme à des conditions historiques et sociales dans lesquelles il déploie son activité, que cela soit au niveau économique, social, linguistique, etc. La culture moderne pense l'homme car elle admet que son savoir à son sujet est fini et que la notion d'humanité a ses limites, résidant dans le champ des savoirs et des outils au service de savoirs qui caractérisent une époque. Prendre la mesure des limites théoriques qui nous permettent de penser l'homme, c'est en prendre la mesure exacte, à contrario du fait de vouloir étudier certains aspects de l'homme qui seraient arbitraires, son corps, son esprit, les limites de sa liberté ou de sa connaissance. Autrement dit, jusqu'aux sciences humaines, c'était des aspects de l'homme que l'homme pensait connaître, non l'homme lui-même. Homme qui lui échappe lorsqu'il est enfin étudié, en prise avec le contexte historique
et social au sein duquel il évolue et dont les repères sont sans cesse en rupture d'une époque à l'autre. Je cite de nouveau Foucault, à travers le fameux extrait où l'on retrouve cette idée maudite de la mort de l'homme. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente, et peut-être la fin prochaine. Si ces dispositions venaient à disparaître, comme elles sont apparues, si par quelque événement dont nous pouvons tout au plus pressentir la possibilité, mais dont nous ne connaissons pour l'instant encore ni la forme ni la promesse, elles basculaient, comme le fit au tournant du XVIIIe siècle le sol de la pensée classique, alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait, comme à la limite de la mer, un visage de sable. Fin de citation. C'est sans doute l'extrait le plus célèbre du fameux Les mots et les choses. L'homme est mort, ou en tout cas il est possible qu'il disparaisse comme un visage sur du sable, une fois la marée l'ayant effacé, du fait de la relativité des repères anthropologiques et épistémologiques ayant rendu l'homme pensable en tant que sujet. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'homme en tant que sujet dont Foucault annonce la mort. D'une part, l'homme n'a été pensé que pour lui-même dans sa propre activité, et non selon un aspect partial et répondant à un a priori historique, que récemment, avec l'émergence des sciences humaines, il serait donc encore récent en tant que notion et en tant qu'objet d'étude. D'autre part, l'homme semble voué à mourir aussitôt, car il n'y a pas de raison que si l'âge classique qui croyait penser l'homme, à travers la raison, a dû laisser place à la modernité des sciences humaines, cette époque moderne des sciences humaines ayant l'homme en tant qu'objet d'étude envisagé dans son activité sociale et dans son développement psychique, ne serait pas amenée elle aussi à disparaître afin de laisser place à une nouvelle épistémée. En un sens, Foucault avait sans doute déjà tué l'homme à cet instant, et les critiques faisant de lui un anti-humaniste, bien que critiques elles-mêmes par les Foucaldiens, me paraissent pour ma part fondées en ce sens qu'il a décentré le sujet humain de lui-même et fait de sa raison ou de son autonomie des aspects philosophiques et historiques datés ne pouvant caractériser l'homme. L'homme n'est plus un sujet, il n'y a plus que des structures sociales, des outils permettant la connaissance de soi déterminée par une époque. Autrement dit, l'homme n'est plus qu'une boîte vide, remplie sans cesse par des conditions historiques face auxquelles il est perpétuellement englouti, et seul Foucault a assez de recul pour l'admettre et le faire apparaître. Il n'y a plus d'humanité, car l'humanité, non seulement dans toute sa diversité et sa complexité, n'a jamais été réellement pensée, mais lorsqu'elle est enfin pensée, elle échappe à l'homme, car celui-ci ne parvient plus à la réconcilier avec l'idée qu'il en avait. Il n'y a plus d'homme, seulement des règles arbitraires et contingentes qui redéfinissent toujours en rupture avec une époque passée ce qu'est l'homme. Les limites de l'humain coïncident donc avec les limites de ce que l'on peut en dire à une époque et surtout avec ce que l'on croit pouvoir en dire. Avec Foucault, le sujet disparaît et n'est plus que le produit de son époque et d'un type de discours qui prévaudra en guise de résultat de ce que l'on pense enfin en avoir compris. Consolons-nous peut-être en nous disant qu'après le temps de la déconstruction, vient toujours celui de la reconstruction. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois.